Bienvenue sur Innosphère by Unitaire, le podcast où nous parlons innovation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Momège, la présidente de la startup Call. Bonjour Sophie. Bonjour Clémentine. Et Anaïs Castex, Business Development Manager Early Stage OFTA. Bonjour Anaïs. Bonjour Clémentine. Aujourd'hui, du coup, on va parler de la startup Call. Donc, on va parler ophtalmologie, on va parler des traitements, des greffes, mais on va aussi parler d'industrialisation avec toi Anaïs. Et avant de commencer toute cette partie questions, je veux bien, Sophie, que tu nous présentes Call, s'il te plaît. Alors, Call, c'est un laboratoire pharmaceutique que j'ai créé en 2020 qui est destiné à développer et à commercialiser des médicaments dans les maladies rares de la cornée. Donc, on s'est spécialisé dans cette aire thérapeutique parce qu'il y avait très peu d'industriels de la pharma qui voulaient s'intéresser à ces niches, puisqu'on parle de médicaments pour des maladies rares et donc forcément peu de patients. Donc, nous, on a fait le contre-pied, en fait, de l'industrie pharmaceutique et on est allé voir des marchés très petits, très fermés, mais très spécifiques pour traiter des patients qui n'ont pas de traitement habituellement. Et qu'est-ce que ça signifie, Call ? Alors, Call, c'est le premier produit, en fait, de soins des yeux qui était utilisé par les Égyptiens il y a 4000 ans. Donc, c'était le produit qui est maintenant du maquillage pour nous, mais qui était à l'époque un produit antiseptique et qui permettait d'éviter les infections au niveau des yeux. Donc, c'est un clin d'œil, si je peux dire, à ce produit qui permettait de traiter les yeux. Sophie, la première fois que je t'ai vue, c'était sur BFM Business. Tu parlais du premier traitement que les laboratoires Call avaient mis au point pour éviter en fait le rejet de greffe de cornée. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste une greffe de cornée, comment ça se passe ? Oui, alors la greffe de cornée, c'est une pratique en fait qu'on fait quand on arrive au bout d'un parcours de traitement des patients qui ont un problème à la cornée. En fait, ça peut intervenir dans différents types de situations. Ça peut être dû à des infections, à des traumatismes comme des branches dans l'œil ou des blessures ou des maladies auto-immunes. Donc, en principe, on arrive à juguler l'altération de la cornée avec des médicaments classiques, des collyres. Mais parfois, ça ne se passe pas très bien, ça empire et la cornée est tellement abîmée qu'on est obligé de la remplacer. C'est dans ces cas-là qu'on fait une greffe de cornée, donc avec des cornées qu'on prélève sur des personnes décédées. Ça représente à peu près combien d'interventions par an, par exemple ? Alors, aujourd'hui, il y a 6000 greffes de cornée par an en France. Ok. Il y a moins de cornées disponibles qu'il n'en faudrait pour traiter les patients. Il faudrait à peu près le double de cornées de ce qui est donné aujourd'hui pour traiter tous les patients qui sont en attente de greffe. Et d'ailleurs, j'enchaînerai pour dire que c'est un sujet que Sophie a mis en exergue quand on a commencé à collaborer ensemble. Et c'est pour la raison pour laquelle nos deux sociétés, du coup, sont aujourd'hui mécènes pour la Banque française des yeux. On a fait des dons l'année dernière et on va renouveler l'opération cette année ensemble. Exactement. Voilà. La Banque française des yeux, c'est la plus grande banque en France, il y en a d'autres, mais qui prélève des cornées auprès de centres hospitaliers agréés et qui les conserve, qui les redistribue ensuite dans les centres hospitaliers qui font des greffes. Donc c'est vrai que c'est eux qui ont le plus gros volume de cornées en France. Alors, greffons, pour que ça parle à tout le monde, c'est les cornées qu'on arrive à récupérer sur les personnes qui donnent leurs organes. Alors, pour information, le don d'organes et le don de corps à la médecine, c'est deux choses vraiment différentes. Quand on donne nos organes, c'est vraiment un don d'organes, et quand on donne notre corps à la médecine, c'est un don en fait, de son corps à la science à des fins d'enseignement médical et de recherche. Et en fait, normalement, le don d'organes, c'est le choix par défaut. C'est ce que tu me disais, Sophie, c'était vraiment le choix par défaut. Mais en réalité, les services de coordination demandent l'autorisation de prélever l'organe à la famille. Et finalement, il n'y a pas autant de greffons que ce qu'on peut penser. En fait, tout le monde est donneur par défaut. Ça, c'est la loi. Mais effectivement, quand il y a une personne qui décède, le corps médical prend des précautions et continue quand même aujourd'hui à se rendre auprès de la famille et demander la possibilité de prélever des organes. Donc, en règle générale, les familles acceptent, sauf si la personne a formellement indiqué qu'elle était contre. Dans ce cas-là, il n'y a pas de prélèvement. Donc, lorsque la famille accepte, les prélèvements vont avoir lieu, mais on ne sait pas pourquoi, ou en tout cas peut-être qu'il y a des explications, mais les familles sont assez réticentes à donner les cornées de leurs proches, parce qu'ils ont l'impression qu'on va prélever le globe oculaire en entier,
alors qu'on prélève juste une petite couche à la superficie de l'œil, qui est donc la cornée. Et effectivement, souvent, les familles refusent. Donc, on manque de donneurs et on manque de greffons. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en attente de greffe et qui pourrait y en avoir beaucoup plus chaque année. Si on passe plutôt maintenant sur une partie un peu plus scientifique, est-ce que tu peux nous parler scientifiquement du traitement contre le rejet de greffe de cornée ? Oui, alors ce collyre, en fait, il est fait à base d'un produit qui est un anti-rejet qu'on appelle un immunosuppresseur. Ce produit, c'est une molécule qui est très connue depuis longtemps pour les greffes d'organes et qui permet d'éviter le rejet d'organes. Donc, à partir de là, effectivement, les ophtalmologistes se sont rendus compte que lorsqu'ils greffaient des cornées, ça date à peu près d'il y a 25 ans, il y avait quand même un certain nombre de patients, à peu près 15%, qui avaient des rejets de greffe. Pour éviter ces rejets, ils avaient besoin de cette molécule. Et donc, ils ont demandé à ce qu'il y ait des collyres qui soient faits à base de cette molécule. Mais elle est très difficile à formuler, elle n'est pas soluble dans l'eau. C'est pour cette raison qu'il y a eu peu de fabrication de collyres et pas d'industrialisation pendant plus de 25 ans. Et au niveau de ce produit-là, quel a été le rôle d'Unitaire ? Alors justement, le rôle d'Unitaire a été d'accompagner Cole sur développer une fabrication robuste de ce produit qui effectivement du coup n'est pas stable en solution aqueuse, donc en eau. Nous l'avons du coup développé dans une base huileuse. Et donc voilà, donc le rôle d'Unitaire a été vraiment d'industrialiser, de développer, de valider un process robuste pour pouvoir commercialiser le produit des laboratoires Cole de manière récurrente et aux besoins effectivement des hôpitaux. Et du coup, donc ça c'est le premier produit. Il y a eu après le développement d'un second traitement, toujours pour la cornée. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce nouveau traitement qui a été mis au point par Cole ? Alors ça aussi, c'est un médicament qui est en collyre et qui est le premier collyre qui utilise le mécanisme de l'ARN messager. Donc c'est une biotechnologie qui est vraiment très innovante et qui permet d'éviter de faire régresser les néovaisseaux de la cornée. C'est vrai que s'il y a des néovaisseaux qui arrivent sur la cornée, c'est très délétère. Il peut y avoir après une opacification de la cornée et les gens deviennent aveugles et éventuellement ne peuvent pas se faire greffer puisqu'il y a trop de néovaisseaux. Et dans ces cas-là, en règle générale, les ophtalmos préfèrent ne pas greffer. Donc le but de ce collyre, c'est de réduire les néovaisseaux pour éviter que les patients deviennent aveugles ou éventuellement permettre la greffe de cornée. Et du coup, tu parlais d'ARN messager. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept de l'ARN messager ? Alors oui, le collyre, en fait, c'est un petit brin d'ADN. Et donc, il va se coller à l'ARN messager qui est responsable de la codification d'une protéine. Et c'est cette protéine qui aboutit à la fin à la fabrication des néovaisseaux. Donc, grâce à ce collage entre l'ADN et l'ARN messager, ça va bloquer cette transmission d'informations et il n'y aura pas de néovaisseaux et même une régression des néovaisseaux. Ça a l'air d'être quelque chose de particulièrement innovant. Vous avez développé un brevet pour ça, je crois que c'est un brevet mondial. Oui, il y a des brevets dans tous les pays du monde sur la formulation et l'indication thérapeutique. Ok, et donc ce produit-là, vous avez eu besoin d'Unitaire, Cole a eu besoin d'Unitaire pour la partie industrialisation. Est-ce que vous pouvez développer sur cette partie-là ? Oui, parce que la particularité, c'est un oligonucléotide antisense, donc c'est un petit brin d'ADN et c'est connu pour être très difficile à manipuler et à garder stable. Tout à fait. Et du coup, pour détailler un peu plus, effectivement, cet oligonucléotide qui est effectivement très sensible, il est très sensible à l'humidité de l'air ambiant, par exemple, et à la chaleur. Donc, en fait, toute l'équipe de Coutances qui a dû travailler à développer à nouveau un process de fabrication qui soit robuste. Non seulement le principe actif est sensible, mais aussi très cher. C'est un produit de niche, donc pour petits patients. Donc, en fait, l'équipe a dû travailler à développer une petite taille de l'eau, 20 litres, via une petite cuve mobile, et avec un process qui nécessite de redoser le principe actif en milieu de production. Okay. Pour s'assurer que le dosage reste conforme tout au long de la fabrication du produit. Donc c'est quelque chose qui a été vraiment développé par l'équipe de Coutances. Ils ont fait un travail exceptionnel. Ils ont travaillé évidemment en forte collaboration et tout en confiance aussi avec l'équipe des laboratoires Cole, Sophie et Rudy. Donc ça a été un gros challenge qui a été mis en place. Mais aujourd'hui, le produit est fabriqué. On est, je crois, à 2 lots par an.
Oui, tout à fait. Donc, et les besoins augmentent. Les besoins augmentent, donc c'est une très bonne nouvelle aussi. Ça montre que le traitement est demandé. Oui, et est efficace. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a le retour des patients et des médecins surtout. Et donc, on voit qu'il est très efficace. On est vraiment dans une niche. C'est des patients qui vont devenir aveugles. Donc, l'introduction de ce traitement-là se fait d'une manière extrêmement précise, avec une demande nominative pour chaque patient, ce qu'on appelle un accès compassionnel. Et c'est vrai qu'on demande d'avoir des photos avant, après, au bout de plusieurs mois de traitement. Et ça nous permet d'évaluer l'efficacité du produit. Donc, on sait qu'il est très bien toléré. Mais on sait aussi qu'il est très efficace et on a aujourd'hui plus de 60% de patients pour lesquels le traitement est efficace. C'est énorme. Oui, pour des maladies comme ça où les patients sont vraiment très atteints et sont vraiment à la limite de devenir aveugles, c'est vraiment de très très bons résultats. Est-ce que toi, Anaïs, tu as vu une différence dans la façon de travailler quand on travaille, je ne sais pas, avec Call, une start-up, et quand on travaille avec des entreprises un peu plus... des grosses boîtes pharma. Donc je ferai quand même une distinction entre les startups qui n'ont jamais vraiment eu de pied dans les entreprises pharmaceutiques et Call, puisque Sophie quand même connaît les étapes d'industrialisation. Oui, clairement sur les startups, je vois une vraie différence de travail. Il faut beaucoup plus communiquer, il faut passer plus de temps avec eux, beaucoup de feedback précis, beaucoup d'échanges, parce qu'on est souvent sur des molécules complexes, un peu comme l'oligonucléotide, donc comprendre la sensibilité, sur des formulations qui sont aussi très complexes. On va aujourd'hui sur des formes pharmaceutiques qui vont être de l'émulsion, de la nano-émulsion. Donc ça demande un certain nombre d'échanges et de compréhension sur ce qu'ils cherchent à développer, l'aire thérapeutique aussi qu'ils visent. Donc voilà, ça demande beaucoup plus de temps, ça demande aux équipes de développement d'être beaucoup plus agiles et flexibles aussi, tout en sachant que, là dans le cas de Call, c'est vrai que les résultats sont très bons, mais tout en sachant que quand on travaille avec une start-up en préclinique, clinique, on a quand même une certaine incertitude de voir le projet aboutir. Donc, on n'a pas toujours les retombées attendues des lots commerciaux comme on l'a aujourd'hui, bien heureusement, avec les produits de Call. Donc, il y a un plus gros accompagnement, un plus gros vraiment, suivi. Exactement. Est-ce qu'il y a des investissements particuliers à faire Alors, au niveau investissement, effectivement, on s'oriente aujourd'hui vers plus d'investissements au niveau des équipes R&D parce qu'on se rend compte que les produits étant plus complexes, ça peut être important, effectivement, d'investir sur de nouveaux équipements, beaucoup plus... type des émulsificateurs ou ce genre de choses. Voilà, mais c'est les choses qui sont mises en place au fur et à mesure au sein d'Unitaire pour justement pouvoir accompagner et supporter tous les nouveaux projets qui arrivent. Et Sophie, toi qui as travaillé et pour une grosse entreprise et pour Call du coup, est-ce que tu sens une vraie différence dans la façon de travailler ? Alors, sur l'aspect technique, non, mais sur l'aspect opérationnel, oui, bien sûr, parce que ce qui a changé pour moi, c'est que j'étais salariée et puis je suis devenue chef d'entreprise. Donc là, c'est un vrai changement quand même dans ma vie professionnelle. Effectivement, après, les procédures pharmaceutiques sont les mêmes, quelle que soit la taille de l'entreprise. Aujourd'hui, j'ai le statut d'établissement pharmaceutique et j'ai des procédures qui sont similaires aux procédures de plus gros laboratoires. Et les requis aussi réglementaires sont les mêmes. Donc on a les mêmes références pharmaceutiques qu'avec Unitaire. Et c'est vrai que quelle que soit la taille de l'entreprise, on doit respecter tous la même réglementation. Pas de différence majeure dans le fond, mais au niveau de l'opérationnel. On voit de plus en plus aujourd'hui sur les réseaux, sur Internet, qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent créer leur entreprise, devenir leur propre patron, entreprendre. Concrètement, comment ça se passe, la création d'une entreprise ? Alors, si on ne parle pas des auto-entrepreneurs et plutôt de la création vraiment d'une entreprise, effectivement, il faut quand même pouvoir être accompagné, profiter des infrastructures qu'il peut y avoir. Nous, à Clermont-Ferrand, c'est vrai que j'ai pu profiter, moi, d'infrastructures comme Réseau Entreprendre, comme des lieux de travail aussi, où on a des pépinières de start-up. Donc, c'est vrai que ce sont des endroits qui sont très accompagnants pour... quand on s'installe. On partage aussi beaucoup entre start-upers. Ça nous permet de nous donner des bonnes idées ou des bons conseils. Ça, c'est sur l'environnement. La partie la plus importante, c'est d'avoir un bon produit à vendre. C'est-à-dire qu'il faut effectivement avoir un bon produit. Dans la pharma, il y a toujours une part de risque, puisqu'on parle au départ d'une idée, d'une hypothèse. Il y a des risques que ça ne marche pas, comme tu le disais. Donc la pharma, il y a quand même beaucoup d'espoir, une part de risque, et puis il faut se lancer. Et au niveau des pépinières,
c'est que des entreprises pharmaceutiques, enfin, que des startups au niveau de la pharma, ou est-ce que c'est vraiment varié dans l'écosystème au niveau de la pépinière? Est-ce que... C'est très varié. C'est très varié. Moi, je suis dans un écosystème où il y a quelques sociétés de pharma Ouais. qui font pas forcément du médicament, mais qui peuvent faire aussi des dispositifs médicaux, des compléments alimentaires. Et puis après, on est avec des gens qui font de l'informatique, du recyclage du cheveu. C'est très, très varié, mais c'est ça qui est intéressant, en fait. Et du coup, comment on obtient cette place en pépinière? Enfin, je sais pas du tout comment ça se passe. Il faut postuler. En fait, ce sont des incubateurs qui proposent d'intégrer leur réseau. Il faut postuler, pitcher, donc présenter le projet, etc. Et puis, ça dépend dans quoi on veut adhérer, mais ça peut être soit un accélérateur de start-up. Donc là, il faut que l'activité ait déjà commencé, ou alors une pépinière de start-up. Enfin, ça va dépendre un petit peu de là où on en est en termes de développement. Donc tu présentes ton concept, ton business plan, là où tu en es, et après décides si c'est OK ou pas OK Voilà, au niveau exactement, de ton entrée. exactement. OK, c'est super intéressant. Et il y a aussi, j'imagine, une partie financement quand tu crées ton entreprise. Comment ça se passe, cette partie-là? Alors la partie financement, je pense que c'est quand même ce qui est le plus délicat pour une start-up. Nous, on avait de la chance, c'est qu'on a travaillé en amont de la création, quelque part, de l'établissement pharmaceutique. Et du coup, on était prêts pour commercialiser très rapidement après la création. Donc, on a pu commercialiser, avoir du chiffre d'affaires, et on a été rentable dès la première année. Ça a permis effectivement aux banques d'avoir confiance, de voir qu'on avait démarré rapidement et qu'on connaissait bien notre marché. Donc, on a pu bénéficier d'aides, effectivement, de financement. Ce qui est très important aussi, c'est les aides qu'on peut avoir via le crédit impôt recherche ou via des appels à projets dans le cadre de France 2030 qui permettent aussi de financer nos projets de R&D. Et du coup, pour continuer sur la discussion sur le financement, effectivement, le crédit impôt recherche, donc ce mécanisme fiscal qui a été mis en place par l'État, existe déjà depuis très longtemps sur le site de Bordeaux. OK. Mais il a également été déployé plus récemment sur nos sites d'Unitaire Amiens et Unitaire Coutances, et bien notamment pour continuer à pouvoir accompagner toutes les startups françaises qui cherchent à développer en France chez nous. Donc ça a été un très bon déploiement de pouvoir effectivement offrir aussi les activités plus industrielles sur Coutances ou sur Amiens, plus le site Oftao, le site Inhalation, et accompagner ces startups qui puissent effectivement bénéficier de ces avantages fiscaux non négligeables. Et oui. Pour nous, ça a été vraiment un facteur vraiment très aidant, parce que c'est vrai que ça nous permet d'attribuer les dépenses aussi du développement industriel au crédit impôt recherche. Donc ça, c'est déterminant comme choix pour savoir, je ne sais pas avec quelle entreprise vous allez travailler, s'il y a cette accréditation-là de... Je dirais c'est la cerise sur le gâteau, parce que c'est vrai qu'au départ, nous, c'est vraiment l'aspect technique qui va nous permettre de choisir notre fabricant. Aujourd'hui, c'est vrai qu'Unitaire, déjà, on se connaissait très bien, et puis en plus, je savais qu'ils étaient capables de développer ce type de formulation et de l'industrialiser. Donc oui, il y a l'équipement, il y a l'expertise de l'équipe, ça c'est les critères prioritaires. Et puis après, effectivement, quand on rentre dans le sujet, il faut avoir ce genre d'avantages qui sont non négligeables. Sophie, quel message t'aimerais transmettre à des personnes qui, aujourd'hui, pensent à lancer leur start-up? Alors, je pense qu'il faut avant tout être plein de conviction, c'est-à-dire avoir même un petit degré d'inconscience pour pouvoir foncer et puis pas avoir peur. Il faut bien s'entourer. C'est vrai que quand on s'entoure de personnes qui ont déjà de l'expérience ou qui vont pouvoir apporter chacun leur expertise, ça permet d'aller quand même beaucoup plus vite. Et puis il faut oser, à un moment donné. Quand on a l'envie de se lancer, il faut essayer. Parce que si on attend le bon moment, ça peut durer longtemps. Alors, moi, je n'ai pas créé d'entreprise. Non, moi, ce que je pourrais ajouter effectivement à toutes ces sociétés qui veulent se créer ou ces startups, pour faire le lien avec Unitaire, c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est ouvert aux startups. On a commencé à travailler avec les laboratoires Call. Aujourd'hui, on commence à travailler de plus en plus avec d'autres startups. Unitaire veut vraiment devenir un acteur, je dirais, majeur dans l'innovation et le développement. Et de ce fait,
On a une plateforme ophtalmique qui est vraiment en cours de déploiement sur le site de Bordeaux et on accroît aussi l'ensemble de nos capacités dans nos ateliers R&D sur nos sites pour pouvoir continuer à être de plus en plus support et en tout cas de pouvoir continuer à augmenter notre expertise, comme tu disais Sophie, à Unitaire pour pouvoir accompagner sur ces nouvelles technologies qui peuvent arriver en ophta. Donc on voit quand même beaucoup, notamment les biologiques et ce genre de nouvelles entités qui arrivent. Donc Unitaire a une vraie volonté de devenir un partenaire premium en quelque sorte pour les startups. Tout à fait. Ok. Dernière question, mesdames. C'est une question qu'on a posée à notre PDG et à notre directrice innovation et développement au premier épisode du coup de ce podcast. Qu'est-ce qui vous inspire personnellement ? Qu'est-ce qui vous rend créatif ? Alors, moi, je dirais que c'est lorsque je me rends au congrès. C'est vrai qu'on fait pas mal de congrès qui recueillent en fait, qui regroupent tous les professionnels de santé. Nous, c'est l'ophtalmologie, donc forcément, on voit les ophtalmos, on voit les autres laboratoires, on entend les besoins. Et là, on devient créatif parce que quand on entend les ophtas qui expliquent quelles sont leurs problématiques, ils présentent des cas cliniques, c'est super intéressant. Donc, on voit les problématiques, on voit là où il manque des traitements. Et puis, j'avoue que lors d'une grande manifestation à Paris, il y avait aussi des associations de patients. Donc pour nous, c'est l'occasion de voir quand même des patients, des représentants de ces associations. Et quand ils viennent vous voir et qu'ils vous remercient chaleureusement parce que on a sauvé la vue de leurs proches ou d'eux-mêmes, ça fait chaud au cœur. Donc ça, effectivement, ça booste. Je ne sais pas si ça rend créatif, mais en tout cas, ça nous booste. Et puis, ça nous entraîne effectivement à aller plus vite sur les développements et puis avoir les résultats sur les patients. Ah, c'est sûr que ça doit être la plus belle des reconnaissances. Et toi, Naïs ? Alors, je trouve effectivement la réponse de Sophie tout à fait adaptée parce que c'est vraiment l'avis des patients qui est le plus important. Alors moi, je dirais que ce qui m'inspire le plus à mon échelle en tant que BD, c'est vraiment de voir la concrétisation justement du développement qui a été fait au sein d'Unitaire par juste une première discussion sur un produit. Et effectivement, de le voir arriver concrètement sur le marché et effectivement améliorer les vies des patients. Où on voit effectivement des traitements qui sont plutôt des injectables, qui sont douloureux, qui ne sont pas très bien tolérés, où du coup les patients ne vont pas retourner chez le médecin parce qu'ils n'ont pas envie. Et c'est vrai que moi, ce que je vois, ce que j'entends au congrès des experts, ou ce que je vais chercher, c'est effectivement toutes ces nouveautés qui sont développées, qu'on pourrait faire à Unitaire en topique et qui seront tellement mieux suivies par les patients, bien mieux tolérées. Et ça, oui, ça ce serait vraiment la cerise sur le gâteau, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est ça qui m'inspire, c'est d'aller chercher quelque chose où je me dis le patient va vraiment être traité et mieux. Merci mesdames. Merci Clémentine. Merci Clémentine. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, YouTube et Apple Podcast. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Merci infiniment mesdames, merci à tous et rendez-vous en mai pour un nouvel épisode. À bientôt.